C'est bon, Fred. OK. Bonjour à tous. Bonjour au docteur Léonard Collin. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Merci de suivre la tradition de l'IES, qui est de faire à chaque rentrée pour les licences une conférence inaugurale. Chaque année, avant que les cours ne commencent, on fait une conférence inaugurale. On le fait aussi pour les étudiants de master. Et donc, cette année, pour la conférence inaugurale en licence, c'est le docteur Léonard Collin qui nous fait l'honneur de nous faire une conférence sur le thème suivant, l'importance de l'éducation inclusive dans le système scolaire haïtien. L'importance de l'éducation inclusive dans le système scolaire haïtien. Alors, vous écouterez magistralement le docteur Léonard Collin pendant une petite heure, et puis par la suite, vous pourrez poser des questions. Et il se fera vous faire des remarques, et il se fera un plaisir de répondre à celles-ci. D'accord? Donc, si le docteur Collin est d'accord, je lui passe immédiatement la parole. Le micro est fermé, non? Docteur Collin. C'est un honneur. Le micro est fermé? Vous n'entendez pas? On ne t'entend pas. Et là, maintenant, vous parlez m'entendez? Plus fort parce que c'est très faible. Mais ça va, oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, c'est bon. Ah, ok. Très Vous bien. m'entendez alors? C'est bon. Ok, tu as la parole. Ok, et pas de souci. Ok. Et en fait, je salue le docteur Providence, je salue aussi le docteur Célimène de m'avoir donné cette opportunité pour être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est un honneur aussi, cher étudiant, on dirait que tu es saccadé de participer à cette conférence. Je sais que il y a beaucoup de on dirait que quoi? Ton micro est saccadé. Rapproche-toi de ton micro parce qu'on t'entend de façon saccadée. Ah, ok. Bon, je Là, vais essayer de... Là, c'est parfait. Okay. Ah, ok. Je vais essayer d'augmenter le volume aussi. Ok. Bon, on va essayer de commencer. Attends. Ok. En fait, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'importance de l'éducation inclusive dans le système scolaire haïtien. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est cette thématique que j'ai travaillé durant ma thèse de doctorat. Donc, en plus, je suis un activiste surtout pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en Haïti. Donc, on va essayer d'en parler. Et tout d'abord, je dois me présenter. Je suis Léonard Collin, docteur en éducation. Ma spécialité, c'est le handicap, l'inclusion et l'accessibilité. Donc, j'enseigne dans plusieurs facultés universitaires en Haïti, comme la faculté de travail social et justice sociale,
l'UNICA et l'Université publique de la Grand'Anse et au sein de l'UIS. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de moi. Certes, on doit faire connaissance parce que vous allez y poser des questions par rapport au sujet qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Mais d'abord, il faut savoir que on va essayer de parler de 3 points importants. Le premier, on va parler du concept d'éducation inclusive. Deuxièmement, on va parler des principes directeurs de l'éducation inclusive. Et troisièmement, on va parler de l'importance du modèle inclusif dans le système éducatif haïtien. Certes, nous allons y présenter le concept, mais aussi on va essayer d'entrer dans le contexte haïtien, puisque c'est un contexte qui nous concerne et nous, en plus, on va essayer aussi de voir non seulement les problèmes que rencontre aussi la mise en œuvre de ce modèle en Haïti. On va essayer de parler de la scolarisation, des modes de scolarisation qui existent surtout pour les élèves en situation de handicap ou les personnes en situation de handicap. On va essayer aussi de parler des contraintes qu'il y a aussi par rapport à la scolarisation de ces personnes. Et tout d'abord, on va essayer de commencer et pour savoir qu'est-ce qu'on devrait, à vrai dire, savoir sur l'éducation inclusive en Haïti. D'abord, il y a un terme qui est très, très, très important qu'on doit essayer d'en parler, c'est le terme inclusion. Donc, on entend souvent parler d'inclusion, que ce soit dans les discours des personnes publiques en Haïti, dans les médias et aussi au sein de l'université, on parle d'inclusion. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un concept polysémique. Pourquoi je dis polysémique? Puisqu'on l'utilise dans plusieurs disciplines ou dans plusieurs domaines, je peux dire. Par exemple, dans le domaine social, on parle d'inclusion sociale. Et dans le domaine de la politique aussi, on parle d'inclusion. Donc, il faut inclure toute personne dans la vie politique du pays. Et vous allez entendre aussi l'inclusion de la communication. On parle de communication inclusive. Et aussi, on parle même dans l'économie, on utilise le terme inclusion parce qu'on parle d'économie inclusive aussi. Et aussi dans l'éducation, on parle de ce terme qui est l'éducation inclusive. Donc, l'inclusion, c'est un terme qu'on utilise dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'économie, dans la politique, dans la culture, dans l'éducation aussi. Donc, on va essayer de rester surtout dans l'éducation, mais d'abord, il faut qu'on définisse ce qu'est l'inclusion. En fait, il y a une personne qui est un spécialiste aussi du handicap qui définit l'inclusion, qui est Ebersol. Donc, Ebersol définit l'inclusion comme une notion qui s'organise autour d'une conception systémique de la société. Et elle suppose une conception expérientielle de la citoyenneté situant l'appartenance sociale dans la satisfaction des besoins individuels. OK. En fait, Ebersol nous parle d'une conception, puisque c'est une conception qui doit prendre en compte tout le système de la société, le système où on peut dire aussi tout le fonctionnement de la société. Donc, lorsqu'on voit l'inclusion, lorsqu'on parle de l'inclusion, on parle d'une organisation autour du fonctionnement de la société. Donc, cette société, elle doit, par exemple, être une conception expérientielle de la citoyenneté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque personne doit expérimenter ou chaque personne doit vivre en appartenant à
à la société, non seulement à la société, mais aussi, ce n'est pas le fait d'appartenir à la société, mais aussi de jouir de tous les droits auxquels une personne devait jouir dans une société. Donc, c'est pourquoi on parle de la satisfaction des besoins individuels, parce que chaque personne qui vit doit être satisfaite de sa vie. Et cette satisfaction doit surtout se manifester autour de la vie de la personne. Donc, la personne a le droit de jouer, a le droit d'aller à l'école, a le droit d'appartenir à une partie politique. Cette personne aussi a le droit d'aller travailler, de faire des économies, et cette personne a le droit aussi d'aller sur la plage et de faire plein d'autres trucs que toutes les personnes de la société ont cet accès même, et je pourrais dire par rapport à certains droits. Donc, lorsqu'on parle d'inclusion, on parle surtout à l'accès que la personne doit avoir comme toutes les autres personnes qui vivent dans la société. Donc, il y a d'autres auteurs qui écrivent sur l'inclusion, mais Ebersold, c'était l'une des personnes que moi, je pense qu'on devrait, et je pense que cette définition était mieux placée par rapport à ce qu'on va expliquer surtout sur l'inclusion ou sur l'éducation inclusive et d'abord. Donc, il y a aussi, en fait, on va essayer de parler un peu de l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, c'est un modèle éducatif. Donc, lorsqu'on parle de l'éducation inclusive, on parle aussi de l'inclusion scolaire. Donc, c'est deux termes. Et certes, on utilise, par exemple, en France, on utilise ces deux termes qui veut dire la même chose, mais dans certains pays, c'est deux termes différents. Par exemple, on parle d'éducation inclusive, alors qu'on parle de l'inclusion scolaire qui veut dire autre chose. Mais pour nous, en fait, pour cette conférence, on va essayer d'utiliser ces deux termes qui veulent dire la même chose pour nous. Donc, on va essayer de prendre comme ça. Lorsqu'on parle d'éducation inclusive ou l'inclusion scolaire, on parle d'un modèle éducatif. Mais c'est un modèle éducatif qui prend en compte à la fois les besoins éducatifs des élèves qui ont des déficiences et aussi ceux qui n'ont pas de déficience. Cela veut dire quoi? Le plus souvent, lorsqu'on voit une personne qui est en situation de handicap, une personne qui est aveugle ou qui est sourd, on dit que cette personne, normalement, elle devait être scolarisée dans une école spécialisée. Et on va faire la différence, à vrai dire, entre plusieurs types de modèles, puisqu'en Haïti, il existe 3 types de modèles, on va expliquer. Mais c'est justement pour vous dire que lorsqu'on parle d'éducation inclusive, on parle d'un modèle ou de dispositif. Donc, on pourrait dire dispositif ou modèle éducatif. Donc, on va essayer d'utiliser ces termes tout au long de cette conférence. Donc, pour résumer, donc, on parle d'inclusion, c'est parce que c'est justement c'est un concept qu'on utilise surtout pour qu'une personne puisse avoir les mêmes droits que toutes les autres personnes. Là, on parle d'inclusion, mais lorsqu'on parle d'éducation inclusive, on parle de modèle éducatif qui prend en compte les besoins des personnes qui ont des besoins éducatifs particuliers et ceux qui n'ont pas de besoins éducatifs particuliers. L'éducation inclusive a des principes auxquels je peux dire qu'il est fondé. Ces principes, c'est la base, je pourrais dire, c'est la base de l'éducation inclusive. On ne peut pas parler d'éducation inclusive sans ces principes. Donc là, on parle de principes d'équité, de diversité et des droits humains, en fait, comme premier principe. Donc, pour parler de l'éducation inclusive, on utilise surtout le terme d'équité. On ne parle pas d'égalité, on parle plutôt d'équité lorsqu'on parle d'inclusion. Pourquoi équité? Pourquoi équité et non l'égalité? Il y a une grande différence entre
égalité et équité. Égalité veut dire que toutes les personnes ont on va dire que par rapport au type de besoin, toutes les personnes ont les mêmes, je pourrais dire, les mêmes moyens. On donne les mêmes moyens à toutes les personnes. Donc là, il y a un problème puisqu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de besoins que d'autres. Donc on ne peut pas... Certes, le principe d'égalité, c'est bien, mais pour inclure une personne, il faut surtout utiliser le principe d'équité. Donc, on ne peut pas donner les mêmes moyens à toutes les personnes, puisqu'il y a des personnes qui ont des besoins. En fait, toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il faut qu'on essaie de voir par rapport aux besoins de la personne, on va essayer de lui donner des moyens qui, je peux dire, adéquats par rapport à ses besoins. C'est pourquoi on parle du terme d'équité, puisque l'équité, c'est plutôt donner à la personne ce qu'il manque vraiment. Par exemple, une personne, OK, comment pourrais-je dire? OK, on peut prendre un exemple, par exemple, pour les contrôles. Par exemple, on va parler des contrôles. Il y a des personnes qui sont dyslexie ou dysorthographie. Ces personnes auront besoin plus de temps que d'autres personnes, puisque eux, ils feront des erreurs d'écriture et aussi, ils ont une lenteur dans la lecture. Donc, cette personne, on va donner des tiers-temps. Des tiers-temps, c'est des temps additionnels qu'on va donner à ces personnes afin qu'ils puissent terminer avec le contrôle. Et, ce qu'on pourrait dire en haïtien, examen. Donc, ces tiers-temps, ça, on parle d'équité, puisque, par exemple, si on va prendre 1 heure afin que tout le monde puisse terminer avec leur examen ou leur contrôle, j'utilise examen justement pour que, en fait, surtout les personnes en Haïti puissent comprendre. Et si je dis contrôle, c'est examen. Donc n'hésitez, c'est juste pour la compréhension. OK. Par exemple, si il y a des élèves ou des étudiants qui vont faire un contrôle, donc on leur donne, en fait, on leur donne 1 heure pour terminer le contrôle. Une personne qui est dyslexie ou une personne qui a des besoins spécifiques ou bien des besoins éducatifs particuliers, on va leur donner des tiers-temps. Des tiers-temps, ça pourrait être 15 à 20 minutes en plus de 1 heure. Donc, on leur donne 1 heure, de même que tout le monde, mais on leur donne des temps additionnels, des tiers-temps. On appelle ça tiers-temps. Donc, c'est juste pour montrer que l'égalité aurait par exemple, si on parlait des principes d'égalité, donc toutes les personnes auront 1 heure. Donc, au bout d'1 heure, même si tu n'as pas terminé, donc le principe d'égalité, c'est que tout le monde a droit à 1 heure. Mais par contre, si on parle de principe d'équité, on est obligé de donner des tiers-temps à des personnes qui ont des lenteurs, par exemple, des personnes qui sont dyslexiques, qui ont des difficultés de lecture. On doit leur donner des tiers-temps afin qu'ils puissent terminer leur examen. Donc, c'est ça le principe d'équité. Et je parlais aussi du principe d'égalité. Donc, c'est ça la différence. Maintenant, on va parler des principes de diversité. Les principes de diversité veut dire quoi? L'inclusion, c'est toutes les personnes. En fait, on accepte la différence qu'il y a au sein d'une société. Donc, cela veut dire quoi? Donc, il y a des personnes qui sont je peux dire, qui n'ont pas de déficience. Donc, cela veut dire que la personne, je ne veux pas utiliser le terme normal, parce que si j'utilise le terme normal, cela veut dire que les personnes qui ont des déficiences sont des personnes anormales. Je pourrais dire plutôt, c'est des personnes qui n'ont aucune déficience ou qui n'ont aucun handicap. Donc, je pourrais utiliser ça. Donc, le principe de diversité veut dire quoi? C'est que c'est accepter toutes les personnes, que ce soit c'est une femme, que ce soit c'est un homme, que ce soit c'est une personne qui
qui n'ont pas les membres inférieurs ou bien qui n'ont pas les membres supérieurs. Le principe de diversité, c'est que c'est créer la place pour que tout le monde puisse participer. Comme on parle d'éducation inclusive, on va essayer de mettre ce contexte dans le contexte d'école. Donc, on va dire que c'est l'un des principes où toute personne peut venir à l'école, peut apprendre, peut participer. Donc, l'école, il va créer un espace où il va créer un environnement pour que tout le monde puisse se retrouver, pour que tout le monde se sente qu'il est à l'école. Donc, c'est ça le principe de diversité. Donc, c'est accepter la différence de tout, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau du goût, au niveau des couleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. C'est ça le principe de diversité. L'éducation inclusive, c'est un modèle qui accueille tout le monde qui est différent ou qui paraît différent. On parle aussi de droits humains. Les droits humains, tout le monde devait être à l'école. Donc, tout le monde a le droit d'aller à l'école. Donc, l'éducation inclusive, le modèle inclusif, c'est un modèle qui répond surtout aux droits humains ou bien aux droits de la personne. Donc, tout le monde a le droit d'aller à l'école, tout le monde a le droit d'apprendre un métier. Donc, c'est ça l'éducation, je peux dire, le principe d'éducation inclusive. Donc, il y a d'autres principes. Il y a aussi le principe d'accessibilité universelle à l'école. On parle là, je parlais de diversité. La diversité, c'était que l'établissement scolaire accueille toutes les personnes. Et on va essayer de parler d'accessibilité universelle à l'éducation, c'est parce que on va essayer surtout de parler des bâtiments qui accueillent ces personnes. Par exemple, il y aura des personnes qui seront sur des chaises et sur des fauteuils roulants. Donc, ces personnes qui seront sur des fauteuils roulants, ils auront besoin accéder à l'intérieur du bâtiment. Et c'est pourquoi on va parler des rampes d'accès. Par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des bâtiments qui accueillent tout public. Vous allez voir qu'il y a des rampes d'accès. Donc, ces rampes d'accès leur permettent de pénétrer à l'intérieur de l'établissement. Et il y a aussi, même au sein de l'établissement, il y a aussi des rampes d'accès qui permettent à ce que toute personne que ce soit une personne qui est en fauteuil, que ce soit une personne qui n'est pas en fauteuil, ils peuvent circuler au sein de l'établissement. C'est pourquoi on parle d'accessibilité. Donc, le principe d'accessibilité aussi, c'est un principe comment on pourrait dire ça? Il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi la communication. Comment on communique? Est-ce que la communication, est-ce que c'est une communication qui tient compte des besoins de tout le monde? Par exemple, est-ce que les lettres, est-ce qu'on va les mettre très haut ou est-ce qu'on va les mettre au milieu afin que même une personne qui est sur fauteuil roulant, ils peuvent voir les informations qu'ils donnent. Donc, tout ça, il y a tellement de facteurs qu'on doit prendre en compte lorsqu'on parle d'accessibilité universelle. On aura passé toute une année à parler des principes d'accessibilité universelle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'individualisation de l'enseignement. En fait, l'enseignement qu'on donne, c'est des enseignements qui tiennent compte de chaque personne. Par exemple, il y a des personnes qui, en fait, il y a plusieurs, par exemple, lorsqu'une personne, il y a plusieurs manières d'apprendre, à vrai dire. Donc, il y a plusieurs manières d'apprendre. Il y a certaines personnes qui sont auditives. Par exemple, il y a un professeur qui parle et la personne écoute, il comprend automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts. Mais il y a certaines personnes qui sont visuelles. Visuelles dans le sens qu'il faut que l'enseignant montre une image ou écrit sur le tableau pour qu'il puisse comprendre ce que l'enseignant ou le professeur explique. Il y a aussi le kinesthésie. Une personne qui est kinesthésie, c'est une personne qui doit toucher l'objet afin qu'il puisse apprendre.
Donc, vous allez voir que et parfois, il y a des professeurs qui ont des projets ou qui va visiter soit un site touristique ou qui va visiter, par exemple, lorsqu'on parle d'histoire, qui va visiter la citadelle La Ferrière. Donc, les personnes qui vont à la citadelle La Ferrière, donc il va voir les canons, il va voir plein de choses, donc il va apprendre mieux que s'il était en salle de classe et on leur expliquait. Donc, c'est ça, une personne qui kinesthésie, qui apprennent par le toucher. Donc, il faut que la personne puisse toucher. Par exemple, si on parle d'orange, il faut que la personne voit l'orange. Il faut qu'il touche l'orange pour qu'il puisse apprendre. Donc, lorsqu'on parle d'individualisation de l'enseignement, c'est de ça ce qu'on parle. Par exemple, on essaie de voir la manière dont l'élève, il apprend et on va essayer d'adapter les pratiques pédagogiques afin que l'élève puisse apprendre par rapport à sa manière et non l'enseignant qui va justement donner des cours et fini. Comme on a l'habitude de dire en Haïti, c'est la méthode, c'est le parcourisme. Donc, ce n'est pas la méthode parcouriste lorsqu'on parle d'individualisation de l'enseignement. Donc, il y a beaucoup plus d'efforts qui doit être fait, surtout par rapport à la manière dont l'enseignant il va enseigner en salle de classe. Il y a aussi les principes collaboratifs. On pourrait parler de la collaboration école, famille, communauté. Donc, ça, c'est un principe qui est très, très, très important puisqu'on ne peut pas parler d'éducation inclusive sans parler d'une collaboration entre l'école, la famille et la communauté. Il y a un graphique que j'ai fait durant ma thèse. On va essayer d'expliquer mieux, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'école existe grâce à la famille et l'école existe aussi grâce à la communauté. Sans la famille, il n'y aura pas d'école et sans la communauté, il n'y aura pas d'école également. Et sans l'école, il n'y aura pas de communauté. Donc, c'est un lien très, très, très important, surtout lorsqu'on parle d'éducation inclusive, puisque la famille haïtienne, si on va parler du contexte haïtien, sans la famille, en fait, puisque c'est la famille qui est responsable surtout de la scolarisation des élèves, puisqu'on sait que la majorité des écoles, c'est des écoles privées, donc ce n'est pas l'État qui prend en compte la scolarisation des élèves. De plus particulièrement, les élèves qui sont en situation de handicap. Donc, c'est la famille. Donc, si la famille n'a pas d'argent, c'est la communauté qui va aider la famille à scolariser l'élève en situation de handicap. Donc, on va essayer d'en parler un peu plus avant. Donc, je vais essayer de continuer avec les principes de l'éducation inclusive. Il y a aussi les principes de participation de tous les élèves. L'objectif final ou le but qu'on recherche lorsqu'on parle d'éducation inclusive, c'est que tous les élèves puissent participer à l'école, participer dans les cours, participer dans les activités extrascolaires. Donc, tout ça, c'est ça l'objectif, c'est ça le but final. Donc, c'est de voir que tous les élèves puissent participer. Donc, en fait, ils vont participer pas parce qu'ils sont plus intelligents ou ils sont intelligents, mais c'est que l'école va créer des espaces afin que l'élève, que ce soit les élèves qui sont en situation de handicap, que ce soit les élèves qui ne sont pas en situation de handicap, puissent participer sans aucune gêne. Donc, ils pourraient participer dans toutes les activités scolaires qui se réalisent au sein de l'école. Il y a aussi le dernier principe, c'est surtout par rapport aux données éducatives sur les élèves en situation de handicap et les écoles inclusives. On ne peut pas parler d'éducation inclusive sans les données. Les données sont vraiment importantes, surtout les données éducatives. Parce que vous allez voir que
c'est avec les données qu'on planifie ou qu'on élabore. Je voudrais dire, avant, on va élaborer des politiques publiques éducatives grâce à des données. Parce que si on n'a pas de données sur les élèves ou sur les personnes en âge de scolarisation, donc on ne peut pas élaborer des politiques qui vont permettre leur inclusion au sein du système éducatif. D'abord, il faut connaître les élèves qui sont dans le système et les élèves et les personnes qui vont entrer dans le système scolaire. Pour ça, on aura besoin de données, puisque c'est grâce à ces données qu'on va voir qu'on aura besoin beaucoup plus d'établissements scolaires ou beaucoup plus d'enseignants dans le système, ou on va essayer aussi grâce à ces données, on va essayer aussi de planifier des aides humaines, surtout pour l'école, mais aussi du financement aussi. Donc, il faut financer le modèle parce que sinon, on ne peut pas mettre en place ou mettre en œuvre un modèle sans des financements. Mais les financements, il faut savoir comment on va investir, comment on va financer le modèle ou la mise en œuvre du modèle. Donc, on aura besoin des données. Donc, c'est des principes qui sont importants. Il y a d'autres principes. On va pas voir tous les principes, mais ces principes, c'est des principes de base, je pourrais dire. On ne peut pas s'en passer de ces principes. Pour parler d'éducation inclusive, il faut parler de ces principes. On va entrer en Haïti. Donc, pour parler d'Haïti, il faut parler des modes de scolarisation, mais les modes de scolarisation, on va plutôt parler des modes de scolarisation, surtout pour les personnes en situation de handicap en Haïti. Donc, il y a 3 modes de scolarisation. Il y a le premier qui est le modèle spécialisé. Par exemple, en Haïti, vous allez voir qu'il y a des écoles comme Saint-Vincent, qui est une école spécialisée. Donc, ces écoles, c'est des écoles qui accueillent que des élèves en situation de handicap. Donc, il n'y a pas de personnes en fait, toutes les personnes qui sont accueillies sont des personnes en situation de handicap. Là, on parle de modèle spécialisé, puisque c'est un modèle qui accueille que des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des écoles qui accueillent que des élèves qui ont un handicap mental. Ou vous allez rencontrer des écoles où il n'y a que des personnes qui ont des problèmes au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Donc, on parle de handicap moteur ou on parle de déficience motrice. Donc, il y a aussi des écoles où il n'y a que des personnes qui ont des problèmes auditifs. On parle et vous allez voir qu'ils utilisent que la langue des signes au sein de ces écoles. Donc là, on parle de modèle spécialisé. Donc, il n'y a que ces personnes qui sont scolarisées au sein de ces écoles. Il y a aussi un autre modèle, c'est le modèle intégré. Le modèle intégré est différent par rapport au modèle spécialisé. Par exemple, le modèle intégré, on va le trouver beaucoup plus au sein des lycées en Haïti. Par exemple, au sein des lycées, vous pouvez rencontrer des élèves qui ont des déficiences visuelles, on va utiliser le langage haïtien, c'est des élèves aveugles. Donc, ces élèves, ils sont au sein de l'école, mais l'école ne fait aucun arrangement, je pourrais dire, ou aménagement. Il ne fait aucun aménagement afin que l'élève puisse se sentir à sa place au sein de l'école. Donc, c'est l'élève qui doit s'intégrer lui-même. Ce n'est pas l'école qui l'intègre, mais l'élève qui doit s'intégrer. Donc, en fait, vous allez voir la différence qui existe entre tous ces modèles lorsque je vais parler du modèle inclusif. Donc, le modèle intégré, c'est à l'élève de s'intégrer à l'école. Tandis que lorsqu'on va parler du modèle, on parle de modèle avec une perspective inclusive. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs auteurs qui disent qu'il n'y a pas de modèle inclusif en Haïti. Donc,
certes, on comprend parce que lorsqu'on parle de... Bon, il n'y a pas un modèle parfait, à vrai dire, pour l'inclusion scolaire ou le modèle inclusif, puisque chaque pays utilise un modèle propre à leur système éducatif. Donc, c'est ça qui... c'est pourquoi on ne peut pas parler de modèle universel. On ne peut pas parler de modèle inclusif universel. Ça n'existe pas. Donc, pour le modèle inclusif, c'est l'école qui doit aménager son espace pour que l'élève puisse apprendre. Lorsqu'on parle d'inclusion, c'est de ça qu'on parle. Et c'est très différent par rapport aux deux autres modèles. Il y a le modèle, pour faire le résumé, il y a le modèle spécialisé où on n'accueille que des élèves en situation de handicap. Il y a le modèle intégré où on accueille l'élève en situation de handicap et les élèves qui n'ont aucun handicap ou aucune déficience, mais c'est à l'élève de s'adapter à l'école. Tandis que le modèle inclusif, c'est l'école qui doit adapter aux besoins de l'élève, aux besoins de tous les élèves, à vrai dire. Que ce soit l'élève qui est en situation de handicap, que ce soit l'élève qui n'est pas en situation de handicap, c'est à l'école de s'adapter. Donc, l'effort, c'est l'école qui doit faire l'effort. Donc, il existe ces trois modèles en Haïti. Donc, surtout lorsqu'on parle de mode de scolarisation de tous les élèves, que ce soit les élèves en situation de handicap, que ce soit les élèves qui ne sont pas en situation de handicap. En fait, pour le constat haïtien, surtout, on va essayer de parler des problèmes que rencontrent surtout, ou les défis que le système éducatif font face, surtout dans le contexte de l'inclusion scolaire. Par exemple, il y a des défis au niveau juridique, politique, financier, social et de la gouvernance. Par exemple, il n'existe aucun cadre législatif qui, je pourrais dire, qui encadre le modèle inclusif. Donc, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas des lois qui encadrent, à vrai dire, l'inclusion scolaire en Haïti. Il n'y a pas aussi de politique publique sur l'inclusion scolaire. Donc, vous allez voir qu'il existe plein de politiques publiques, mais aucune des politiques publiques ne parle pas spécifiquement sur l'inclusion scolaire. Or, pour mettre en œuvre l'inclusion scolaire en Haïti, on devrait avoir des politiques publiques qui nous montrent comment on devait mettre surtout en œuvre l'inclusion ou le modèle ou le dispositif inclusif. Donc, ça n'existe pas. Il y a aussi des structures éducatives qui sont inadaptées. Par exemple, il y a des écoles qui accueillent les élèves en situation de handicap qui n'ont pas été construits en ce sens. C'est pourquoi j'essaie de parler des principes d'accessibilité universelle en éducation, parce que les bâtiments qui accueillent tous les élèves devaient être aménagés en fonction des besoins de l'élève. Par exemple, je prenais l'exemple d'une personne qui est sur fauteuil roulant. Il a besoin de rampe d'accès pour pénétrer dans l'établissement. Or, si l'établissement n'a pas de rampe d'accès, ce sera très, très difficile pour cette personne de pénétrer. Et là, vous allez voir que l'école qui n'est pas adaptée exclut cette personne du système éducatif parce qu'il ne pourra pas jouir cette personne ne pourra pas jouir, excuse-moi, de l'éducation au sein de ces établissements. Il y a aussi, en fait, en Haïti, il n'y a pas de plan de financement aussi du modèle inclusif. Donc, on parle de toutes choses, on investit dans tout, mais sauf dans l'éducation inclusive. Donc, on n'investit pas, l'État haïtien n'investit pas dans le modèle inclusif. Donc, il n'y a pas de financement. Il y a aussi un autre problème, c'est la représentation faussée du handicap. Par exemple, en Haïti, il y a la représentation, c'est que le handicap, c'est une punition de Dieu. Par exemple, vous allez trouver des familles qui, lorsqu'ils parlent de l'handicap, par exemple, si on trouve un père, il va parler de l'handicap de leur enfant. Il va dire que c'est parce que ses grands-parents ont péché ou ses parents ont péché, donc Dieu leur a puni par rapport à ces péchés. Donc, on trouve cette représentation. Il y a aussi
une autre représentation, c'est le handicap est un sort que prêtre vaudou, ce qu'on peut appeler Ougan ou Mambo, ont jeté. C'est un sort qu'on a jeté sur l'enfant. Donc, c'est pourquoi il est une personne qui a une déficience. Donc, cette représentation a un impact négatif sur la scolarisation des personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est un autre défi qu'on trouve dans le système éducatif haïtien. On va en parler davantage aussi. Il y a aussi les problèmes de données. Par exemple, il n'y a pas de données sur les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers en Haïti. Donc, on peut avoir toutes les données scolaires. Par exemple, le recensement scolaire ne prend pas en compte les élèves qui sont en situation de handicap. Donc, vous allez trouver dans les données qu'on ne connaît pas vraiment les besoins des élèves, les besoins éducatifs particuliers. Par exemple, si l'élève est dyslexie ou si l'élève est dyspraxie, on ne connaît pas vraiment ce besoin, puisque dans les données, on ne prend pas en compte ces spécificités. Donc là, là, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout dans le contexte haïtien, lorsqu'on parle du modèle inclusif ou de l'éducation inclusive. Donc, tous ces problèmes dont fait face l'État haïtien, c'est ce qui explique aussi la situation des élèves en situation de handicap, surtout au sein des écoles ordinaires. Donc, c'est pas au sein des écoles spécialisées, puisque au sein des écoles spécialisées, il n'y a pas, à vrai dire, il y a des problèmes. Par exemple, il y a des problèmes de financement, certes, mais il n'y a pas autant de problèmes de représentation, puisque l'équipe éducative est formée pour travailler surtout avec ces enfants, et ces équipes aussi n'ont pas une représentation faussée du handicap, puisque, comme Caraglio l'a expliqué, si une personne a une représentation négative du handicap, ça va l'empêcher d'enseigner, non seulement d'enseigner, mais d'accueillir aussi, surtout, l'élève en situation de handicap dans leur salle de classe. Donc ça, je pourrais dire, c'est l'un des points qui est très important. Là, on va essayer de parler des acteurs éducatifs, parce que certes, on parlait des problèmes structurels qu'il y en a en Haïti, mais on va essayer de parler des acteurs qui interviennent, puisque même si l'État haïtien ne fait pas d'inclusion scolaire ou ne met pas en œuvre l'inclusion scolaire dans le système éducatif, mais il y a des acteurs qui mettent, je pourrais dire, le dispositif de l'inclusion en Haïti. Certes, par exemple, au sein du ministère, on trouve la DPCE qui occupe du recensement scolaire, l'USI qui est l'unité du système d'information, où il y a le SIG, le SIG qui est le système d'information en gestion de l'éducation. Donc, c'est le SIG qui recueille, je pourrais dire, toutes les données sur les élèves ou toutes les données éducatives sur le système et sur le système en Haïti. Il y a aussi CASAS, qui est une commission au sein du ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe surtout de la scolarisation des personnes en situation de handicap. Donc, ces trois, je pourrais dire, directions qui sont au sein du ministère de l'Éducation, qui surtout s'occupent qui s'impliquent plutôt dans la mise en œuvre du modèle inclusif. Donc, ces directions, je pourrais dire, qui surtout entretiennent des relations avec d'autres acteurs qui sont les organisations internationales, non gouvernementales, les associations locales, l'école et la famille. En fait, c'est pourquoi on parlait de la collaboration école, famille, communauté, parce que lorsqu'on parle d'organisations internationales et des associations, on parle de communauté.
Donc, qui font partie de la communauté. Il y a aussi, l'État haïtien qui fait partie de la communauté aussi. Mais lorsque je parlais de la collaboration école, famille, communauté, dans les principes directeurs, je parlais surtout par rapport aux organisations internationales, aux associations locales et d'autres institutions qui ne sont pas des écoles ou de la famille aussi. Donc, tous ces acteurs interviennent. Par exemple, lorsqu'on parle d'école, on parle des directeurs aussi et on parle des enseignants, puisque les directeurs, c'est eux qui vont accueillir le modèle et l'enseignant, c'est lui qui va mettre en place l'accueil, surtout des élèves en situation de handicap. Et la famille, lorsqu'on parle de la famille, on parle non seulement des parents, mais aussi des responsables des enfants, mais aussi on parle des enfants, puisque l'enfant aussi, il intervient dans son apprentissage, il intervient dans sa scolarisation aussi. Donc, ça, c'est un schéma que j'avais développé, surtout dans le contexte, moi, je parlais dans le contexte de l'aide au développement aussi, parce que les organisations internationales font partie des aides, des acteurs qui interviennent dans les aides au développement entre tous les pays, dans les pays. Pour parler d'Haïti, il y a ce schéma que j'avais développé. Ce schéma, c'est un schéma qui parle de la planification et la mise en œuvre de l'inclusion scolaire en Haïti. Mais c'est surtout dans le contexte de l'aide au développement. Par exemple, il y a le fondement qu'on avait parlé, par exemple, des valeurs universelles comme les principes d'équité, la diversité, droits humains, etc. Donc, c'est ça qui est la base je pourrais dire, de l'éducation inclusive. Mais ces principes, ils vont guider la planification et la mise en œuvre de l'inclusion. Par exemple, ce qui va permettre à planifier et à mettre en œuvre l'inclusion scolaire, c'est les données éducatives. Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi il y a le SIG, qui est le système d'information en éducation, qui va permettre ou qui va permettre à ce qu'on ait des données éducatives pertinentes qui va permettre à la planification ou va permettre aussi qui va aider surtout les acteurs à la planification et à la mise en œuvre de l'inclusion scolaire. Donc, ces données sur les élèves ou sur leurs besoins éducatifs particuliers, sur les écoles qui les accueillent, vont permettre à ce qu'on voit est-ce qu'on va financer, parce qu'on va parler de financement, est-ce qu'on va financer tel type d'école ou est-ce qu'on va construire des écoles additionnelles, puisqu'on va savoir, grâce à ces données, on va savoir s'il y a une augmentation dans tel département et s'il y a une diminution dans tel département. Donc, on va essayer de planifier, donc on va essayer de voir est-ce qu'on crée d'autres lycées ou d'autres écoles nationales ou on finance des écoles qui mettent en œuvre déjà le modèle inclusif. Donc, tout ça, c'est des données qui vont permettre à ce qu'on planifie ou mettre en œuvre le dispositif de l'inclusion scolaire. Donc, il y a le financement qui peut se faire grâce à des agences de gouvernement, comme l'UNICEF, l'UNESCO, et aussi des ONG qui interviennent surtout dans l'inclusion scolaire en Haïti. Donc, tout ça, ils peuvent permettre à ce que le modèle soit financé. Il y a aussi les parents aussi. Par exemple, les parents, ils financent la scolarisation des élèves en situation de handicap. Par exemple, une famille, certes, il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer aussi, par exemple, par rapport à la représentation. Par exemple, il y a des familles qui pensent que l'enfant, ils ne pourront pas leur aider en retour parce qu'on a cet adage où on dit que un enfant, c'est un investissement qu'on fait. Un investissement, pourquoi? Parce que arrivé à l'âge adulte, les parents savent que c'est les enfants qui, eux, vont prendre soin d'eux. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de parents qui investissent dans l'éducation de leurs enfants. Ils investissent surtout des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, alors qu'ils ne vont pas investir dans l'éducation des enfants qui sont en situation de handicap, parce qu'ils pensent que c'est un investissement à perte. Donc, s'ils investissent dans la scolarisation des élèves en situation de handicap, c'est des investissements à perte.
Il y a aussi, grâce aux données, on va pouvoir élaborer des politiques éducatives, puisque les politiques éducatives vont permettre de savoir est-ce qu'on doit construire beaucoup plus d'écoles ou non. Il y a aussi la formation des ressources, par exemple le personnel, est-ce qu'ils ont reçu des formations sur l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc, tout ça, ces données vont permettre à mettre en œuvre, à vrai dire, l'inclusion scolaire. Et aussi, il y a aussi des matériels didactiques adaptés. Par exemple, c'est les données qui vont permettre, qui vont permettre aux acteurs de savoir est-ce qu'ils ont assez de matériel didactique adapté. Et c'est ce qui va permettre surtout aux élèves de participer. Parce que si l'établissement n'est pas accessible, si le personnel n'est pas formé et s'ils n'ont pas de matériel scolaire, donc l'élève, ils ne pourront pas participer. Mais si on a des données et on investit surtout dans tous ces... que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans les ressources, si on investit dans ça, vous allez voir que l'élève, il pourrait participer à l'école. Donc là, on pourra parler d'éducation inclusive puisque l'élève, il n'est pas intégré, mais il est inclus puisque le système a été aménagé ou a été adapté justement pour accueillir ces élèves afin qu'ils puissent participer à leur apprentissage. En fait, l'importance de l'éducation inclusive en Haïti. Donc, certes, on parle d'inclusion, on parle de mise en œuvre, on parle de planification, on parle des principes directeurs. Maintenant, il est important de savoir pourquoi c'est important lorsqu'on parle d'éducation inclusive en Haïti. Premièrement, on va essayer de voir l'importance de l'éducation inclusive pour l'État haïtien. Pour l'État haïtien, c'est une manière, en fait, l'éducation inclusive en Haïti va permettre à l'État de répondre aux besoins scolaires, surtout pour les personnes en situation de handicap. Parce que l'État n'a pas d'école spécialisée. L'État n'a jamais construit une école spécialisée. Donc, pour l'accueil se fait plutôt au sein des écoles privées. Déjà, il n'y a pas beaucoup de lycées, donc, et au sein des lycées, on n'accueille pas tous les élèves. Donc, il y a une minorité d'élèves qui fréquentent, je pourrais dire, les écoles publiques en Haïti. Donc, pour l'État haïtien, si on met en œuvre l'inclusion scolaire, cela va permettre à l'État de répondre aux besoins de tous les élèves, je pourrais dire. Pas que les élèves en situation de handicap, mais de tous les élèves. Puisque lorsqu'on parle de modèle inclusif, on ne parle pas que des élèves en situation de handicap. On parle des élèves en situation de handicap, mais aussi de ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, l'État, il va répondre à tous ces besoins éducatifs. Et l'État aussi, par exemple, lorsque l'État investit dans la scolarisation de tout le monde, cela va permettre à la société d'être plus fort, de résoudre les problèmes auxquels ils font face. Donc, c'est pourquoi le modèle inclusif est important pour l'État haïtien. Et c'est un modèle en fait, c'est pas un modèle qui prend beaucoup d'investissements. Donc, c'est des aménagements qui vont permettre à ce que il y a tout le monde qui puisse trouver sa place au sein de l'école. Il y a aussi une importance capitale pour l'école, puisque l'école est une institution qui est là je pourrais dire, qui permet l'apprentissage de tout le monde, en fait, où tout le monde peut venir et apprendre que ce soit des valeurs, que ce soit je pourrais dire on va dire comment on pourrait dire, j'ai oublié le mot. Mais l'école,
en soi, en fait, l'importance pour l'école, c'est que l'école, ils ne vont pas aussi refuser l'accès à certaines personnes. Par exemple, le modèle inclusif, il prend en compte tout le monde, tous les élèves. Donc, l'école, il va faire des aménagements. L'école aussi, elle fera des adaptations par rapport aux besoins, je pourrais dire, aux besoins éducatifs de tout le monde. Donc, ça va leur faciliter leur fonctionnement puisqu'il y a des écoles, faute d'élèves, ils sont fermés. Alors que s'ils mettaient en place ou s'ils mettaient en œuvre l'inclusion scolaire, donc ils ne pourront pas fermer puisqu'il y aura beaucoup d'élèves qui leur fréquenteront. Et aussi pour la famille. En fait, la famille, je pourrais dire, c'est vraiment important, le modèle inclusif. Pourquoi? Parce que là, en fait, certaines familles, lorsqu'ils vont inscrire leur enfant à l'école, le plus souvent, il y a des directeurs ou des responsables d'école qui disent que ils n'ont pas la capacité d'accueillir les élèves en situation de handicap. Je pense que si on met en œuvre l'inclusion scolaire, ça va permettre aux familles de ne pas s'inquiéter, surtout à l'ouverture scolaire, parce qu'ils savent que toutes les écoles peuvent accueillir leurs enfants. Donc, ils n'auront pas de problème pour dire que, il y a telle école qui n'a pas le modèle inclusif, donc l'école ne va pas accepter leur enfant. Donc, si toutes les écoles mettent en œuvre l'inclusion scolaire, vous allez voir que ce problème-là, ce problème auquel les familles font face, donc vous allez voir que les familles n'ont pas ce problème à chaque ouverture des classes. Il y a aussi la communauté. Donc, ce sera important pour la communauté puisque si tout le monde est éduqué, si tout le monde est formé, ça va permettre à la communauté d'être plus fort puisque tout le monde aura un travail, tout le monde aura une place au sein de la société. Il n'y aura pas de maillon faible, je pourrais dire. Et la communauté aura des personnes qui, chacun aura sa place, chacun pourra contribuer surtout à l'économie, chacun pourra aussi travailler pour l'avancement de leur communauté. Donc, en résumé, l'école est important. Le modèle inclusif est très, très important pour l'État, pour l'école, pour la famille et aussi pour la communauté. Merci de votre écoute. S'il y a des questions, je suis là pour répondre à vos questions, à toutes vos questions. Merci. Merci, docteur Paulin. Merci pour cet exposé complet. Et je pense que tu as dit tellement de choses que les étudiants vont avoir beaucoup de questions à poser parce que tu as passé en revue les choses aussi des orthodoxes que les choses hétérodoxes. Donc, il y a plein de questions à poser. Donc, voilà, chers étudiants, quels sont les étudiants qui veulent poser des questions? Vous levez la main et on vous passe la parole. Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui veut poser des questions? Féris Louis. Féris, tu as la parole. Féris, tu as la parole. Ton micro est fermé. Féris Louis. Tu as demandé la parole, tu as levé la main. Ton micro est fermé, Féris.
il a un problème de connexion, il qu'il s'est même déconnecté. Bon, donc on prend Strabenji. Strabenji, on t'écoute. Strabenji, on t'écoute. Strabenji, tu l'entends? Bon, Strabenji, on ne t'entend pas. Entre-temps, on revient vers Féris. Féris, tu as la parole, vas-y. Féris, tu as un signe bizarre à la place de ton micro fermé ou ouvert. Féris. Bon, ben, vous avez tous de mauvaises connexions, là. Bon, ben, Strabenji. Strabenji, ferme ton micro, Lister, s'il te plaît. Bon. Strabenji, est-ce que tu entends? Féris, non plus. Bon, ben, Stéphanie Adrien. Stéphanie Adrien, on va voir. Stéphanie Adrien, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Stéphanie. Spécialement au docteur Léonard. Merci de votre intervention. Ma question est la suivante. Oui, on t'écoute. Ok, on vous écoute ça. Yeah. Vous avez parlé de élaboration de politique éducative. J'aimerais que vous nous parliez beaucoup plus là-dessus, c'est-à-dire quelques élaborations. J'aimerais que cela soit plus explicite, s'il vous plaît. OK. Alors, on va prendre deux questions. On va prendre deux, trois questions. Le docteur Paulin va répondre. Alors, Féris n'entend toujours pas? Bon, si Féris n'entend toujours pas, on revient vers Strabenji. Est-ce qu'on t'entend, Strabenji? Sinon, on donnera la parole à Listner. Bonsoir. C'est qui ça? C'est Listner. Vous m'entendez? J'ai passé la parole à Féris, à Strabenji ou à Listner Jean. C'est Listner qui parle. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, parce que tu n'as pas ton nom sur l'écran, c'est pour ça. Ok, Listner, tu as la parole. Merci bien. Je tiens à remercier l'intervenant pour son intervention, combien importante. J'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis nouveau. Bon, c'est une nouvelle année universitaire, je dirais. Je suis un peu nouveau également. Je suis vraiment content d'intégrer cette université et l'exposer. Nous avons beaucoup d'intérêt. Alors, il y a un problème là. Alors, ma question est la suivante, je devrais dire. C'est quand on parle d'éducation intégrée, est-ce que vraiment il sera possible d'aménager chaque institution scolaire pour pouvoir répondre aux besoins des personnes? Bon, alors, chaque personne qui est en situation de handicap, leurs besoins ne seront pas identiques. Vous avez des problèmes, des sourds-muets, et des personnes qui ont des problèmes avec, bon, comment je dirais, et des sourds-muets, des aveugles et des personnes qui ont des difficultés de se déplacer avec leur membre inférieur, je dirais. Donc, tout ça, il serait vraiment difficile de trouver un établissement scolaire pouvant répondre aux besoins de chacune de ces catégories. Est-ce que vous avez une suggestion, bien une idée? Sur le docteur. OK. Est-ce que je suis clair ou bien je vous confus? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, là, on fait Listner.
Parfait, Lester. Alors, chaque fois que vous avez posé vos questions, vous baissez la main. Donc, il y a 2 questions, celle de Lester et celle de Stéphanie. On prend une 3e question et puis le docteur Colin va répondre. 3e question, Srabenji, on t'entend toujours pas ou tu veux essayer encore? Bon, Srabenji, tu as le même problème, on ne t'entend pas. Féris, tu as le même problème? Bon, Féris a le même problème. On va prendre Dondi Pierre, une question. Et pour les autres, baissez la main une fois que vous avez posé vos questions. Dondi Pierre. Dondi Pierre. Bonsoir, docteur Selimène, et bonsoir à tous les étudiants et toutes les étudiantes. Et en fait, je n'ai pas de questions, en quelque sorte. Je tiens tout d'abord à féliciter le docteur Léonard pour cette aussi belle intervention, parce que ça m'étonne, parce que ça me donne en quelque sorte une idée sur l'éducation inclusive. D'abord, il faut tout d'abord remercier la personne, parce qu'il a tout préparé et j'ai appris pas mal de choses. Et toutes mes félicitations, et docteur Léonard Colin, c'est très bien. Merci. Merci. Merci, Dondi. Alors, comme Dondi, il n'y a pas. Merci pour Dondi. Il y a une autre question, ça sera la 3e, c'est celle de Féris. Féris n'arrive pas à utiliser son micro, mais Féris a envoyé sur le chat sa question. Je dis pour que tout le monde soit informé. Féris dit: comment peut-on faire pour éviter de réunir des personnes handicapées dans une même salle? Suivant la situation actuelle d'Haïti, n'est-il pas possible que chaque école ait un psychologue pour aider les élèves à surmonter les traumatismes? Alors, il voulait dire éviter de réunir des personnes handicapées avec des personnes non handicapées, je suppose, c'est ce qu'il veut dire, dans la même salle. Mais en tout cas, peu importe, je voulais déjà remercier ceux qui ont posé la question. Je remercie Lissner pour sa remarque sur l'IUS. Sachez que l'IUS est un endroit qui bouge beaucoup, très vivant, très très vivant, et vous aurez souvent des interventions, des mémoires qui sont soutenues. Vous avez une vie très active intellectuellement dans l'IUS. Merci à Lissner pour ces mots. Docteur Colin, la parole est à toi. OK. Et merci aux étudiants qui ont posé des questions. En fait, ce sont des questions qui sont très, 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 très intéressantes. Tout d'abord, en fait, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit que, en fait, ils n'ont pas pu voir tous mes slides. Le slide a été figé sur une seule. Donc, je suis désolé si vous n'avez pas pu voir tous mes slides. Désolé. Donc, je pense que ça, c'est un problème technique. OK, pour répondre à la première question sur la politique publique éducative. Lorsqu'on parle de politique éducative, c'est surtout par rapport, c'est comme, en fait, c'est le grand projet, c'est le projet de l'État. Le projet que l'État haïtien propose, je pourrais dire, pour résoudre les problèmes éducatifs. Donc, on va essayer de parler de la politique éducative inclusive, plutôt. En fait, j'avais fait mention de ce problème, c'est parce que, en fait, l'État haïtien ne planifie pas ou n'a pas un projet pour mettre en œuvre
l'inclusion scolaire. Donc, vous allez voir dans toutes les politiques publiques, par exemple, le plan décennal 2010-2015, il n'y a pas ça. Il y a aussi le plan 2020-2030, le plan décennal 2020-2030, il n'y a pas ça aussi. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment un chapitre où il décrit surtout comment on va mettre en place ou on va mettre en œuvre surtout le dispositif de l'inclusion scolaire. Donc, il n'y a pas un des chapitres qui parle de la manière de mettre en œuvre. Or, lorsqu'on parle de politique publique éducative, on parle de projet. C'est un projet d'État. Donc, l'État haïtien, l'État haïtien te dit, voilà, on va construire ou on va aménager 4 écoles dans 4 départements, où l'État haïtien dit qu'il va investir dans la formation des enseignants sur l'enseignement spécialisé ou sur l'inclusion. Donc, il n'y a aucune des politiques éducatives qu'il y a en Haïti qui parlent de ces actions qui devraient surtout permettre ou faciliter la mise en œuvre du modèle. Donc, il n'y a pas ça. Donc, or, chaque État qui... n'oublie pas que les politiques montrent l'intérêt que l'État a sur tel objet. Par exemple, si l'État ne parle pas dans sa politique éducative, si l'État, par exemple, si vous allez voir le plan décennal 2020-2030 de l'éducation nationale, en fait, vous allez voir quels sont les intérêts de l'État haïtien. Donc, ils vont te dire qu'ils vont financer ils vont créer des écoles ou des lycées dans tel département. Donc, ça, c'est la priorité de l'État. C'est ça qu'il faut voir. Or, pour mettre en œuvre l'inclusion, il faut qu'il y ait des politiques éducatives inclusives ou des politiques qui parlent surtout de l'inclusion scolaire. Donc, s'il n'y a pas ça, donc c'est comme un guide. La politique publique éducative, c'est comme un guide. Donc, non seulement ces politiques montrent comment l'État va investir dans le modèle inclusif, mais aussi la politique publique éducative aide aussi les autres acteurs. Par exemple, nous avons vu les associations locales qui interviennent aussi dans la mise en œuvre de l'inclusion scolaire, mais aussi des organisations internationales. Donc, avec cette politique, donc, ces acteurs auront une guide pour qu'ils puissent savoir où l'État veut que tout le monde aille, donc dans quelle direction l'État veut que tout le monde travaille, ou sur quelle finalité l'État veut que tout le monde travaille aussi. Donc, c'est ça l'importance de la politique éducative. Parce que c'est un guide, c'est des projets que l'État va mettre en place ou va mettre en œuvre pour faciliter pour faciliter la mise en œuvre du dispositif de l'inclusion, je pourrais dire. Ça, c'est l'importance des politiques éducatives inclusives. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai oublié le nom. Poursuite à répondre à toutes les questions. Oh, OK. Donc, pour l'autre question, c'est comment on pourrait adapter surtout on pourrait adapter l'école pour les personnes sourdes et les personnes aveugles. Ouais, là, on parle d'adaptation pour les écoles. Oui, on peut adapter une école pour les personnes sourdes, pour les personnes qui ont des déficiences visuelles, parce que, en fait, il y a des stratégies. Il y a des stratégies d'apprentissage. Par exemple, en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement. Je vais vous expliquer. Par exemple, il y a un élève qui est sourd dans
ou une personne qui a une déficience auditive dans votre salle de classe. Le mieux, c'est si vous n'avez pas une personne qui parle la langue des signes, le mieux, c'est de mettre l'élève devant. Donc, l'élève qui a une déficience auditive, il doit être devant. Comme ça, il va faire la lecture labiale. Par exemple, il y a plusieurs manières que l'élève, il écoute. Certes, même s'ils ont des problèmes auditifs, mais il peut faire la lecture labiale. Ça veut dire, c'est faire une lecture sur les lèvres. Donc, l'enseignant ou le professeur, il va parler lentement. Donc, lorsqu'il va parler lentement et il aura bien articulé, donc, vous allez voir que l'élève, il va lire entre les lèvres. Autre chose, l'élève aussi a des camarades de classe. L'élève a des camarades de classe, cela veut dire qu'il y a d'autres élèves qui vont écrire des notes. Pendant que les autres élèves écrivent des notes, donc, il va à leur demander de prêter leur cahier, comme ça, ils vont recopier ça. Ça, c'est une autre méthode. Ou il y aura une personne qui parle la langue des signes à chaque fois que l'enseignant il parle et l'autre personne, il y aura à signer. Donc, ce sera un accompagnement humain qui va surtout aider l'élève sourd dans une salle de classe. Donc, il y a aussi, par exemple, les cours qui ont été déjà préparés. Donc, les professeurs peuvent envoyer les notes à l'avance à l'élève. Donc, comme ça, ça va lui faciliter, lorsqu'il sera dans la salle, lui faciliter l'écoute puisqu'il aura déjà les notes que le professeur aura envoyées avant de faire le cours. Donc, ça, c'est des méthodes ou des stratégies que l'école peut utiliser, justement pour faciliter l'adaptation des cours pour les personnes sourdes. Une personne aveugle ou une personne qui a une déficience visuelle, puisque la personne peut être voyante ou peut-être non-voyante. Donc, l'adaptation pour cette personne, c'est, on va aussi mettre cette personne devant et non derrière. Comme ça, il pourra écouter l'enseignant, mais aussi l'élève, il aura une caméscope afin d'enregistrer, ou sur son téléphone, ou sur son ordinateur, l'élève, il peut enregistrer tout ce que l'enseignant dit. Donc, ça, c'est une autre manière et surtout d'adapter les cours. Donc, ça, c'est une autre manière. Et lorsqu'il aura à faire des contrôles aussi, donc au lieu de... En fait, l'élève, par exemple, même si tout le monde fait le contrôle à l'écrit, mais lui, c'est des questions que le professeur va poser et l'élève, il va répondre à l'oral. Donc, le contrôle, ce ne sera pas un contrôle à l'écrit, mais un contrôle à l'oral. Donc, ça, c'est des aménagements que le professeur peut faire pour que l'élève puisse participer et non seulement à la prise de notes ou au contrôle aussi. Donc, ça, c'est les deux manières dont je peux dire qu'on peut adapter. Et il y a d'autres façons, mais là, on peut arrêter à ces deux manières d'adaptation scolaire. La troisième, c'est comment peut-on faire pour réunir dans la même salle de classe? Je pense que pour chaque déficience, il y a un besoin particulier. C'est pourquoi on parle de besoin particulier, parce que chaque déficience, l'élève aura besoin d'un aménagement spécifique par rapport à ça. Donc, je parlais des élèves qui ont une déficience auditive et aussi des élèves qui ont une déficience visuelle. Donc, tout ça, ces adaptations vont permettre à tous les élèves d'être dans une salle de classe, dans la même salle de classe, que ce soit des élèves qui
ont des déficiences que ce soit des élèves qui n'ont pas de déficience. Donc, ils peuvent être dans la même salle de classe. Mais l'enseignement qu'on va donner, c'est à l'enseignant ou c'est à l'école d'adapter la manière d'enseigner. Donc, il y aura des élèves, donc, que ce soit par rapport à la position au sein de la salle de classe ou par rapport au matériel didactique. Par exemple, il y a des écoles qui ont des caméscopes ou qui utilisent des micros afin de faciliter la prise de notes pour les élèves qui ont des difficultés. En fait, il y a d'autres stratégies aussi qu'on peut mettre en place pour les élèves qui ont des difficultés. Mais on peut accueillir tous les élèves. On peut accueillir tous les élèves, que ce soit des élèves qui ont des déficiences, que ce soit des élèves qui n'ont pas de déficience. Et c'est là la logique du modèle inclusif, puisque ce modèle n'existe pas qu'en Haïti, il y a aussi dans d'autres pays qu'il existe et d'autres pays qui ne sont pas développés, je pourrais dire, qui n'ont pas de financement énorme. Donc, il y a des stratégies, mais ces stratégies, il faut que l'enseignant puisse savoir comment aussi accueillir n'importe ou tous les élèves, je pourrais dire. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, docteur Célimène, est-ce qu'on prend d'autres étudiants? Est-ce que tu as passé en revue les trois questions? Merci. Oui. Alors, je demanderai à Idovia de prendre la parole. Je rappelle que c'est une conférence inaugurale que nous faisons chaque année, à chaque rentrée universitaire pour les licences. On fait une conférence inaugurale. Quelqu'un vient parler d'un sujet avant que les cours ne commencent. Que les cours ne vont pas commencer cette semaine, mais la semaine prochaine. Sauf pour les L1, les cours ne vont pas avoir lieu la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de L1 qui n'ont pas encore le bac, puisque les résultats ne sont pas encore publiés par le ministère. C'est le ministère qui met les L1 en retard. Donc, nous ne commençons pas les cours la semaine prochaine pour les gens qui sont inscrits en L1. Et nous commençons pour tous les autres, les cours. Nous commençons pour tous les autres. Donc, une fois les résultats publiés, les étudiants de L1 vont déposer leur résultat du bac dans l'antenne de l'IUS et ils pourront commencer les cours. Mais une conférence inaugurale, comme celle que fait le docteur Colin en ce moment, c'est une tradition de l'IUS qui lance son année universitaire avant le début des cours, lance l'année universitaire avec un sujet. Aujourd'hui, le sujet en Haïti. Et donc, je prends encore trois questions pour le docteur Colin. Tout d'abord, il y a Idovia qui avait levé la main depuis un moment. Idovia. Bonsoir à la yes. Bonsoir Colin. Alors, je comprends très bien la notion de l'inclusion des personnes à peut-être mobilité réduite ou un handicap quelconque dans tous les domaines. Par contre, j'ai un petit souci. Ces élèves-là à mobilité réduite ou à un handicap ne vont pas nuire à l'éducation des autres personnes qu'on dirait qui n'ont pas de handicap. Par exemple, prenons le cas d'un sourd-doué. Est-ce qu'un sourd-doué ne va pas ralentir l'apprentissage des autres élèves au sein d'une institution? Et est-ce que, le deuxième volet, est-ce que maintenant, ces élèves qui ont un handicap physique ne vont pas se sentir minimisés ou est-ce qu'ils ne vont pas perdre leur estime de soi par rapport aux autres élèves? Puisque à un certain âge, je comprends plus ou moins à l'université, mais à un certain âge,
plus ou moins dans les 13 jusqu'à 18 ans, ils se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ne vont pas se sentir diminués? Parce que pourquoi eux? Pourquoi ce sont eux qui ont cet handicap et tandis que les autres sont plus ou moins, je dirais, normales par rapport à eux-mêmes? Merci beaucoup. Merci. Une autre question. Je donne la parole à CD Victoria. CD Victoria. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, CD. Alors, je tiens à féliciter l'intervenant pour son intervention. Tout à l'heure, vous avez parlé des principes de diversité. Alors, ma question, c'est comment peut-on mettre en évidence ou en exergue un tel principe en Haïti? Merci. Merci. On prendra une dernière. Damael. 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 Quel principe? Ferme ton micro, Mardochi, ferme ton micro. Damael, tu as la parole pour poser ta question. Damael, tu m'entends pas? Bon, eh bien, on va passer la parole à Michelet. Allô? Oui? Oui, c'est Victoria. Oui. Tu as posé ta question. Je reprends mon intervention. Je tiens tout d'abord à féliciter l'intervenant pour son intervention. Et ma question, c'est comment peut-on mettre en évidence ou en exergue les principes de diversité en Haïti, puisque vous avez parlé de ça tout à l'heure? Merci. OK. Bon. Et maintenant, je prends Damael. Est-ce que Damael est là? Damael. Bon. C'est idée, baisse ta main. C'est idée, Victoria, baisse ta main, s'il te plaît. Bon, Michelet, pose ta question, Michelet. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde alors. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Et bonsoir, docteur Léonard. En fait, je vous remercie d'avoir pris le temps de préparer cette si belle présentation. En fait, quand on considère la faiblesse de l'État haïtien, en fait, l'État, au lieu de mettre en place une politique éducative inclusive, comme vous venez de dire, a plutôt politisé les systèmes éducatifs. Vous le savez. Autre chose, il y a pas mal de bâtiments scolaires qui ne répondent souvent pas aux personnes à mobilité réduite. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour avoir effectivement un système éducatif inclusif en Haïti qui répond réellement aux besoins des apprenants en Haïti? Et où est-ce qu'on doit commencer? Okay. Bon, on va répondre rapidement à ces trois questions et puis on prendra les trois autres pour terminer. Le temps passe très vite. Allez, docteur Collet, tu as la parole. Okay. Et merci pour ces questions. En fait, pour la première question qui parle d'estime de soi, oui, effectivement. Effectivement, il y a un problème, c'est le problème de la représentation sociale du handicap en Haïti. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont en situation de handicap, ils sont représentés comme des personnes qui, c'était comme une punition de Dieu ou des sorts jetés par des prêtres vaudous, que ce soit des Ougans ou des Mambos. Donc, il y a cette représentation où la personne se sent diminuée, se sent parce que, en fait, la société haïtienne, lorsqu'une personne est handicapée, j'utilise le terme handicapé, c'est juste pour montrer que OK. Donc, quand une personne est handicapée en Haïti, donc cette personne
En fait, c'est comme une personne qui ne vaut rien. Donc, cette personne, le plus souvent, on lui dit que cette personne ne va rien faire dans sa vie. C'est pourquoi, par exemple, si vous visitez les églises catholiques surtout, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées, qui ont resté devant l'église à demander de l'argent ou autre chose. Donc, le plus souvent, ces personnes sont représentées comme des personnes qui ne vaut rien. Michelet, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il te plaît? Merci. OK. Ce qu'on peut faire par rapport à ça, donc il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation qui doit se faire au niveau de toutes les écoles. Et c'est pourquoi c'est important de mettre en œuvre l'inclusion scolaire aussi, parce que nous, on n'est pas habitué à côtoyer les personnes en situation de handicap au sein des écoles, puisqu'il n'y avait pas une ouverture d'esprit, et parce que nous, en fait, lorsque nous étions à l'école, il n'y avait pas beaucoup de personnes en situation de handicap. Par contre, lorsqu'on va mettre en œuvre l'inclusion scolaire, l'élève, l'enfant, il doit grandir avec les autres enfants qui sont en situation de handicap. Donc, ils n'auront pas de problème puisqu'ils vont voir que la personne, c'est une personne comme eux et ils n'ont pas besoin, en fait, ils ne vont pas étonner de voir que la personne peut apprendre de la même manière qu'eux. Donc, ils n'auront pas à voir les différences qui existent entre eux. Parce que l'école, il ouvre l'accès à tout le monde. Donc, il n'y aura pas vraiment de discrimination, je pourrais dire. Parce que les discriminations que subissent surtout les élèves en situation de handicap, maintenant, c'est surtout par rapport à notre éducation, puisque nous n'avons pas vécu avec ces personnes, nous n'avons pas vu ces personnes parce qu'ils étaient dans des écoles spécialisées. Donc, pardon. Parfois, c'est à l'université qu'on rencontre ces personnes. Donc, on n'aura pas les mêmes approches que si on était scolarisé depuis la maternelle avec ces personnes. Donc, c'est pourquoi l'inclusion scolaire, c'est important puisque ça va permettre à ce qu'on voit la personne et non son handicap. Donc, c'est vraiment important. Et il y a aussi, je peux dire, et de toute façon, c'est un problème d'éducation aussi. Donc, c'est pourquoi il y a des sensibilisations qui doivent se faire au sein des écoles, pas qu'au sein des écoles, mais à l'église, dans les médias. Il y a une forme de sensibilisation qui doit se faire sur le handicap pour que les gens comprennent que le handicap, ce n'est pas la déficience de la personne, mais le handicap, c'est surtout lorsque la société haïtienne n'accepte pas cette personne ou la société n'adapte pas son environnement pour accueillir ces personnes. C'est ça le handicap. Et lorsqu'on va former les autres personnes sur le handicap ou sur la personne qui a une déficience, donc là, ils vont être beaucoup plus ouverts à accepter cette personne et non le voir comme une personne rejetée ou qu'on doit rejeter ou une personne qui est diminuée. Et même la personne aussi, par rapport à la manière dont on va les accueillir, donc ils vont voir qu'il n'y a pas vraiment une différence qu'on fait par rapport à eux, par rapport à leur déficience, mais plutôt, on va les accueillir comme une personne, comme tout le monde. Donc, c'est ça, je peux dire par rapport à l'estime de soi où la personne se sent diminuée lorsqu'il est au sein des écoles. Donc, il y a une formation qui doit être faite avant d'accueillir ces personnes parce qu'on doit parler aux autres élèves puisque eux, ils n'ont pas habitué avec ce type de handicap. Il faut que l'équipe parle aux autres élèves, au staff aussi, parce qu'ils vont accueillir une personne qui a une différence. Donc, je vais venir aussi avec le principe de diversité, parce que le principe de diversité, c'est accueillir tout le monde, sans aucune différence. Donc, ou accepter la différence de tout le monde. C'est ça la diversité. En Haïti, on peut accepter la différence de tout le monde. Par exemple,
il y a certaines familles où il y a un membre de la famille qui a une déficience. Et si vous allez visiter cette famille, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence dans la manière dont il côtoie, je pourrais dire, la personne en situation de handicap. Par exemple, si tout le monde va laver les vaisselles, cette personne, elle va laver les vaisselles. Donc, on ne va pas la prendre à part vous dire, tu es une personne handicapée, donc tu n'as pas la capacité de le faire. Non, il va le faire aussi. Et aussi, si aussi il y a une personne qui, par exemple, si tout le monde va sortir, on ne va pas le laisser à la maison. Cette personne aussi, elle va sortir. Comme tout le monde. Donc, lorsqu'on parle de notion de diversité ou le principe de diversité, c'est ça. Donc, c'est accueillir dans toutes les activités tout le monde, même s'il existe des différences. Par exemple, le principe de diversité, une personne peut avoir comme j'ai expliqué dans l'une des questions qui a été posée, donc on peut accueillir une personne sourde, on peut accueillir une personne aveugle. L'essentiel, c'est la manière dont on va, ou la stratégie qu'on va mettre en place pour que tout le monde se sente à l'aise à sa place. C'est ça la diversité. Donc la diversité, c'est l'un des principes qui permet à ce que tout le monde, même si tu as des déficiences, ce n'est pas un problème. Donc, on va t'accueillir et il y aura une place pour toi. Donc, c'est ça le principe de diversité, surtout par rapport avec la deuxième question qu'on avait posée. Et pour répondre à la troisième, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète? En fait, de manière concrète, pour mettre en œuvre l'inclusion scolaire, l'État ici doit élaborer une politique éducative spécifique sur l'inclusion scolaire. Parce que ça va permettre à tous les acteurs de savoir quel modèle, on va mettre en place quel modèle. Parce que si l'État haïtien n'élabore pas une politique publique, tout le monde peut venir avec un modèle, avec leur propre modèle. Il faut qu'on ait un exemple, il faut qu'on a un modèle à suivre parce que c'est vraiment important. Ensuite, je pense qu'il y a aussi, en fait, d'abord, il y aura les données, j'ai oublié. D'abord, il y aura les données puisqu'on a besoin des données, non seulement pour élaborer la politique publique, mais aussi pour les financements. Si on n'a pas de données, on ne peut pas élaborer une politique publique, mais aussi on ne peut pas financer aussi le modèle, puisqu'on ne va pas savoir si on doit créer d'autres établissements, si on doit investir beaucoup plus dans la formation des enseignants. Donc, les données, c'est vraiment important. Après, on va essayer d'élaborer une politique publique et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire, surtout au niveau des infrastructures et au niveau aussi des ressources, la formation, donc, et aussi au niveau des matériels. Quel type de matériel pédagogique on aura besoin d'adapter pour les élèves. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de manière très simple, de manière très concrète, je pourrais dire, qui n'auront pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de changements qui doivent se faire. Et surtout, par rapport à la sensibilisation, par exemple, l'État haïtien pouvait commencer avec la sensibilisation ou la formation de tous les acteurs et tous les élèves qui font partie du système éducatif sur l'acceptation, sur la diversité, sur l'équité. Donc, tout ça, c'est des principes qu'on doit surtout surtout dans les comment pourrais-je dire ça, dans les instructeurs civiques, je crois, un truc comme ça. Donc, on doit commencer surtout à former les jeunes pour qu'ils acceptent tout le monde, même si les personnes ont une déficience, pour qu'ils puissent l'accepter que ce soit leurs camarades, que ce soit l'enseignant aussi. Donc,
tout ça, je pense que c'est tous ces actions qu'on devrait mettre en œuvre de manière très concrète afin que l'inclusion soit effective en Haïti. Ok, Fred, on va prendre... on a balayé les questions. Oui. Alors, je vais prendre NovaTube. Et puis, s'il y a une autre question, on va la prendre aussi. Bon, si je profite pour poser la mienne. Est-ce que, parce que je ne suis pas prioritaire dans les questions, la priorité est laissée aux étudiants, mais moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Parce que quand on parle de prendre en compte les handicaps des personnes, qu'elles soient adultes ou mineurs ou scolarisées, ça a un coût. Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits, surtout qu'après le séisme de 2010, il y a eu des handicaps sérieux? Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait, rien que dans le niveau scolaire, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait pour mesurer le coût que cela suppose pour l'État? Ça, c'est ma question. OK. Donc, tu vas répondre dans l'ordre. D'abord, tu vas répondre à Nova. Nova a posé sa question, je crois, non? Pas encore? Non, pas encore. Non, Nova. Nova, on ne t'entend pas. Nova. Bon. Alors, Nova, visiblement, a des problèmes de micro. Et donc, répond déjà à ça. Peut-être qu'entre-temps, il va réapparaître, Nova. Bon, oui, pas de souci. Donc, OK, je vais essayer de répondre. En fait, il n'y a pas un travail qui a été fait, et surtout pour savoir combien va coûter la mise en œuvre de l'inclusion scolaire en Haïti. Donc, il n'y a pas un travail qui a été fait. Même après le 12 janvier, il n'y a pas de travail qui a été fait. Et même, en fait, l'État ici ne connaît même pas combien de personnes qui sont en situation de handicap dans le pays. Je ne vais même pas dire pour le système éducatif. Donc, l'État ici n'a pas un chiffre. Donc, et pour financer quelque chose ou pour financer surtout le modèle inclusif, il faut qu'on sache combien de personnes, sur combien de personnes on va investir. Donc, l'État haïtien n'a pas les données et l'État haïtien n'a pas fait un travail où on sait combien va coûter surtout la mise en œuvre de l'inclusion scolaire en Haïti. Pour agir comme tu proposes dans ton intervention, tu proposes d'agir pour modifier les choses, pour mettre les choses dans l'ordre. Mais pour modifier les choses, il faut connaître. On ne peut pas agir sur les choses sans le connaître. Donc, ouais, justement. Donc, on devrait commencer par connaître. Et c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé par le commencement. Non, ça veut dire. Non. On n'a même pas encore commencé par le commencement. Alors, non. Donc, il faut bien connaître l'État par type de handicap. Par type de handicap, parce que suivant le type de handicap, l'action est différente. Pour un sourd ou pour un aveugle, ou pour quelqu'un qui manque une jambe ou un bras, ce n'est pas le même handicap. Et les moyens à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Exactement. Voilà. Donc à mon avis, on n'est même pas au début de l'opération. Ouais. On n'est même pas au début du début, quoi. C'est dommage, mais les autres m'entendent, on dirait Victoria. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Miralda Jamo, tu as la parole, vas-y. Bonsoir. Merci, docteur Célimène. Je voudrais d'abord
féliciter l'intervenant, le docteur Collin, pour son intervention. Et puis, sur un sujet assez intéressant comme l'éducation inclusive. Et d'après les explications, ou du moins d'après certaines réponses, je peux dire qu'on arrive quand même à se faire une idée de cette question de prise en compte de ce modèle dans le système éducatif haïtien. Bon, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain parce qu'on ne dispose même pas d'informations à ce sujet. Ça reste encore un rêve. On peut toujours travailler avec l'État, encourager l'État, faire des plaidoyers pour que l'État finisse vraiment par prendre ça en compte, parce que c'est une question de droits humains. Les gens qui vivent avec des déficiences, ils ont droit à l'éducation. Et avec les explications, ou du moins avec un système, je dirais, qui est aussi coûteux, comme je viens de dire, c'est pas pour demain chez nous. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà, je dirais, expérimenté ce modèle? Parce que je vois que même dans les pays étrangers, on parle toujours, dans les pays les mieux organisés, on parle toujours d'éducation spéciale. Quand on a des enfants qui vivent avec des déficiences, on vous réfère à des écoles spéciales, à des écoles spécialisées. Mais je voudrais vraiment avoir une idée. Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont déjà vraiment expérimenté ce modèle que je trouve assez intéressant? Et honnêtement, c'est une information qui m'intéresse parce que déjà, c'est un sujet, à mon avis, qui pourrait intéresser bien des gens qui travaillent au niveau de l'éducation. Ouais. Et merci, madame. Merci. Alors, tu n'as pas d'autres questions et il nous reste que 9 minutes. Si tu peux répondre, vas-y. Oui, en effet, il existe, par exemple, lorsqu'on parle, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un modèle universel. Lorsqu'on parle de modèle inclusif, il n'y a pas un modèle universel. Donc, chaque pays met en œuvre un modèle inclusif en fonction du système éducatif qu'ils ont. Par exemple, il y a des pays où on parle d'établissements spécialisés ou d'écoles spécialisées. Mais par contre, il y a d'autres pays qui ne parlent pas ou qui n'ont pas d'école spécialisée. Par exemple, l'Italie. L'Italie n'a pas d'école spécialisée. Donc, on parle plutôt d'inclusion pour les personnes qui sont en situation de handicap, et parce que puisqu'ils sont scolarisés dans les écoles ordinaires. Par contre, en France, il y a des établissements spécialisés, mais aussi il y a des écoles inclusives. Donc, en France, on essaie de mettre en œuvre l'inclusion scolaire. En fait, c'est un nouveau modèle. Donc, ce n'est pas un modèle qui est là depuis fort longtemps. C'est un nouveau modèle qu'on essaie de mettre en place. Donc, il n'y a pas vraiment un modèle parfait. Donc, il n'y a pas de modèle inclusif parfait. Il n'y a pas un modèle universel aussi. Donc, chaque pays essaie de mettre en œuvre l'inclusion scolaire. OK, je vois. Parce que, permettez que j'ajoute quelque chose. Oui, vas-y. J'ai eu la chance de travailler avec une organisation, c'est surtout au niveau de l'Artibonite, et qui avait dans son programme, effectivement, cette question d'éducation inclusive. Et on a formé le personnel en ce sens, mais honnêtement, on n'a pas pu vraiment arriver à mettre en œuvre un modèle pareil, parce que dans un premier temps, les discussions se portaient sur des politiques définies en ce sens, et malheureusement, l'État n'en disposait pas. Et comment vouloir intervenir dans un domaine si vous voulez accompagner l'État effectivement et que les données, les politiques ne sont pas définies, comment va-t-on vraiment arriver à contribuer? Mais ils ont voulu quand même faire quelque chose qui leur servirait d'évidence pour aller à un plus haut niveau de l'État et au niveau stratégique, pour leur montrer, voilà ce qu'ils ont pu trouver comme résultat à partir des actions menées. Et
c'était une façon pour encourager vraiment, en fait, le niveau stratégique, à prendre des décisions en ce sens. Mais malheureusement, comme vous venez de dire, c'est très coûteux et puis arriver à mettre en œuvre effectivement un modèle, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'argent, ça demande surtout de la volonté parce que c'est un problème de droits humains. Il faut que l'État y pense vraiment. Ouais, en fait, moi, je vais mettre plutôt en avant la manque de volonté. Parce que, en fait, il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus de problèmes qu'Haïti, mais ils essaient de mettre en œuvre ce modèle. Et aussi, en fait, il y a un autre aspect, par exemple, par rapport aux résultats de ma recherche sur Haïti. En fait, si on va considérer que c'est l'État qui doit faire quelque chose, donc là, on va dire qu'on a beaucoup de contraintes. Par contre, si on y va dans le modèle de Paulo Freire, où il montre, dans son modèle, il montre que c'est en fait, que c'est du bas vers le haut. Cela veut dire quoi? C'est la société civile qui va mettre en place le modèle au lieu de l'État. Donc, si on va partir du modèle de Paulo Freire, c'est pourquoi il y a beaucoup d'associations en Haïti qui essaient de mettre en œuvre le modèle inclusif, même s'ils ne reçoivent pas de l'aide de l'État haïtien. Ils ont construit un modèle où je peux dire, comment peux-je dire ça, où il peut inspirer l'État haïtien, surtout dans l'élaboration de la politique éducative. C'est de même pour les écoles spécialisées. Ce n'est pas l'État haïtien qui a mis en place les écoles spécialisées, c'est la société civile à travers les associations. Donc, et jusqu'à présent, l'État haïtien n'a pas construit une école spécialisée. Donc, l'État haïtien n'a pas d'école spécialisée. Par contre, vous allez entendre qu'il y a beaucoup d'écoles spécialisées, mais c'est la société civile. Donc, tout ce qu'ils font en Haïti, je peux dire, c'est la société civile qui commence à mettre en œuvre. Tout ce qui est de l'intégration des personnes handicapées, que ce soit dans tous les domaines, je pense. Merci. Parfait. Alors, donc, comme Miralda disait, c'est un rêve, oui, mais il faut rêver parfois. Il faut rêver pour que les choses se fassent. Mais parce que non seulement il faut connaître, pour changer les choses, il faut connaître, mais en plus des moyens qu'il faut mettre, des classes spécialisées et tout, mais il faut aussi des enseignants spécialisés. Oui. Comme les symptômes, il faut former les enseignants. Un enseignant qui intervient auprès d'enfants qui n'ont pas d'handicap et un enseignant qui intervient auprès d'enfants handicapés, c'est pas le même métier. C'est deux métiers différents. Donc, ça suppose que les deux doivent être formés dans une direction bien précise. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et donc, ce serait bien qu'on y pense sérieusement. Voilà. Mais merci à tous. Je ne sais pas si le docteur Colin veut dire, il nous reste 2 minutes avant, puisqu'on commence toujours à l'heure, on finit à l'heure. Il y a le docteur Fidel Zidor qui voulait dire quelque chose. Fidel Zidor. Alors, merci, professeur Célimène. Vous parlez de docteur Fidel Zidor déjà. Et je tiens à saluer le docteur Colin, à le féliciter pour cette conférence et également à féliciter tous ces étudiants, toutes ces personnes qui ont pris part, et une part nombreuse à cette conférence. Je leur dis vraiment un grand merci et toutes mes félicitations. Je voulais simplement rappeler, professeur Célimène, que du fait que les résultats ne sont pas proclamés. Je l'ai dit déjà, je l'ai dit. Alors, on continue avec les inscriptions. On continue à travailler sur les dossiers déposés et on continue à recevoir les inscriptions dans les différentes antennes de l'IS. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais on prend surtout les L1 qui n'ont pas encore réussi
qui n'ont pas encore donné leur certificat du bac, ceux qui n'ont pas encore le bac, les L1. Pour les autres, on est en train de fermer la boutique. On est en train de fermer. On est en train de fermer. Voilà, on est en train de fermer. Les L1, ce n'est pas de leur faute. Il y a beaucoup d'étudiants en L1 qui ont. C'est pourquoi, sans les L1, nous sommes déjà à environ 50 personnes et encore parfois, derrière un poste, il y a peut-être 3-4 personnes. Rivière et Renel, c'est fini. Hein, ça prend fin à l'heure. Et donc, il y a eu un intérêt, un vif intérêt pour la conférence. Et si les L1 étaient déjà présents, on aurait beaucoup plus encore d'étudiants, puisque c'est toujours un L1 où les effectifs sont les plus nombreux, comme tu le sais. Donc, merci à tous. Et je demanderai au docteur Colin, est-ce qu'il a un mot de fin à ajouter? Bon, en fait, ce que je voulais, en fait, je voulais vous féliciter aussi parce que vous avez participé à cette conférence d'ouverture et je vous dis bienvenue aussi et bienvenue. Et je sais que il y aura bon, en fait, il y aura d'autres occasions à ce qu'on va se rencontrer et je sais que, en fait, c'était un plaisir de voir l'intérêt que vous portez aussi par rapport à l'inclusion scolaire et c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est pourquoi j'avais fait cette recherche et je vous dis merci et à une prochaine fois. Voilà, en espérant que, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale ouvrira une direction pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Haïti, beaucoup d'enfants qui doivent être scolarisés dans de bonnes conditions. Sauf que nous là. Après passer mon année où? Ferme ton micro, Miralda. Et donc, on espère que l'État haïtien va prendre en compte tout ça. OK? Merci à tous et au plaisir. Allez, merci au docteur Colin, particulièrement. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était intéressant. Merci. Merci, Miralda. Merci beaucoup et félicitations au docteur Léonard. Au revoir. Au revoir. Arrêtez, bon, c'est bon. Oui, l'enregistrement prend du temps. Je vais l'arrêter. Voilà, je vais l'arrêter.